Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner. Ça fait une éternité, ça fait genre un mois et demi que j'ai plus fait de vidéo et pourtant c'est pas les idées qui manquent encore une fois. Cette vidéo je l'ai écrite depuis 2-3 semaines mais j'ai tout simplement pas eu le temps de filmer du tout. Enfin ça a été une rentrée hyper compliquée et intense dans tous les domaines pour ma part, donc j'ai vraiment pas eu le temps de me poser. Until quelqu'un a frappé à ma porte. Coronavirus a frappé à ma porte et m'a astreinte au repos pour 7 jours enfermée dans mon petit appartement. C'est un peu triste mais c'est pas la maladie que je trouve enfin le temps de filmer une vidéo. Toujours est-il qu'aujourd'hui je voulais revenir vous parler d'un sujet très intéressant et dont on parle peu, des sous-vêtements. En fait l'idée de cette vidéo elle est née parce que la marque Moods Underwear de culottes de règles m'a contactée pour m'offrir 2 culottes de règles et je me suis dit j'ai envie de faire un truc sur les sous-vêtements des meufs en fait, parce que au-delà des protections hygiéniques etc, c'est vrai que c'est quand même devenu un marché hyper important les sous-vêtements dans le monde de la mode on va dire. Donc dans une première partie je vais tout simplement dresser l'histoire de la lingerie féminine dans les très grands traits. Ensuite dans un second temps j'aimerais parler un petit peu du fait que les sous-vêtements peuvent être vecteurs d'un système de morale à part entière. Et enfin, dans un troisième temps, on va faire un peu l'état des lieux de notre époque, de aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est les sous-vêtements pour les nanas aujourd'hui. First things first, la Grèce antique. En Grèce antique, il faut savoir que la silhouette pour les femmes qui était privilégiée, c'était une silhouette où on ne faisait pas trop attention aux formes, avec des draps, quelque chose de flottant, on va dire. Et pour créer cet effet, eh bien les femmes portaient une espèce de tunique en lin avec un bandage qui formait une espèce de ceinture sous la poitrine pour la maintenir en fait. Et ce bandage il était généralement en lin mais il pouvait aussi être en laine ou en cuir, ça s'appelait l'apodesme. Les hanches et le ventre étaient aussi maintenus avec des espèces de petites bandelettes pour essayer de gommer les formes au maximum et donner à la silhouette une allure un peu flottante comme ça de nymphe. Peu d'évolution entre l'Antiquité et le Moyen-Âge en termes de lingerie féminine. Ce qui était l'apodesme ça devient la gorgerette pardon. En fait il va y avoir l'accent qui va être mis sur le fait qu'il faut comprimer de plus en plus la taille pour avoir une forme de S qui s'en dégage. Même pendant le Moyen-Âge va y avoir les premières disparités en termes de lingerie féminine qui vont apparaître, puisque les paysannes vont porter sous les vêtements une espèce de chemise qui va être en toile de chanvre très peu confortable, alors que la bourgeoise va avoir une chemise en lin ou en toile fine en tout cas. Et sous cette chemise, bourgeoise comme paysanne ne porte pas de culotte. Il faut attendre le 18e siècle pour que la culotte naisse cul nu quoi. C'est lors de la Renaissance que la lingerie prend un tout autre tournant, puisqu'il va y avoir déjà l'omniprésence du corset. Le corset est partout et le corset va vouloir apporter une dimension esthétique à la lingerie puisqu'il va être fait dans des étoffes nobles. Alors le corset permet d'affiner la taille en rectifiant aussi la posture, en mettant les épaules vers l'arrière, en rehaussant la poitrine. Donc en fait le corset métamorphose complètement la tenue des femmes. Cette idée du corset notamment, c'est derrière un système de valeurs qui pense que l'anatomie de la femme est faible et qu'il faut venir la consolider avec un élément extérieur, donc le corset. Quelque chose de très austère qui va permettre en fait à cette mollesse de la chair féminine de se reprendre en main en quelque sorte. Une idée de rigidifier en fait cette mollesse des femmes parce qu'elle doit dominer ses affects et ses passions, parce que les femmes à cette époque on considère qu'elles sont gouvernées par leurs affects et par leur émotivité, ce qui transparaît à travers une corporéité presque flasque, et il faut rigidifier tout ça et le corset ça aide. Sous tous ces jupons, toujours pas de signe de culotte pour les femmes toutefois. Nous en arrivons au XVIIe siècle, le grand siècle qui est le siècle de la lingerie, le siècle de la dentelle, il faut tout montrer. Le luxe s'affiche jusque dans la plus profonde intimité puisque le linge va devenir ostentatoire. On va le laisser dépasser du corsage, des manches, etc., etc. Le corset est toujours aussi rigide et inconfortable. Néanmoins, pour les paysannes, ça va être un corset un petit peu plus souple, un petit peu plus léger pour leur permettre de travailler notamment dans les champs. Il se noue par devant, au niveau de la poitrine. On l'appelle le gourgandine. J'aime bien, c'est très mignon comme nom. Cette gourgandine laisse entrevoir la chemise et est ornée de petits nœuds, souvent en soie. Et ces petits nœuds ont aussi une appellation assez unique, ils s'appellent les
tatesi ou bout en train. C'est à partir du XVIIe siècle en effet que la dimension érotique va apparaître quand on parle de lingerie féminine. Le XVIIIe siècle, c'est le siècle des libertins et c'est donc le siècle de la lingerie par excellence, avec des jupons, des corsets, de la soie, de la dentelle, des gorges dénudées, toutes sortes d'artifices pour parer le corps des dames et donner envie aux messieurs d'y toucher. Bien sûr, c'est toujours ça le principe. Toutefois, c'est aussi au XVIIIe siècle que la médecine va commencer à critiquer en fait les effets du corset sur le corps des femmes et à dénoncer les corsets notamment trop serrés à baleine qui ont de mauvaises conséquences sur la santé des femmes sans blague. Toutefois, c'est aussi au XVIIIe siècle qu'apparaissent les premiers paniers. Alors les paniers, c'est comme ce qu'on appelle la crinoline au 19e siècle, sauf que ça a une forme de panier en fait, c'est-à-dire que c'est rectangulaire comme ça, c'est plat sur le devant et sur le derrière, mais ça a vraiment une forme rectangulaire au niveau des hanches. Les paniers sont faits avec des cerceaux en bois ou en osier. Les femmes les plus riches portent jusqu'à 12 jupons par-dessus ces paniers. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça devait être désagréable pour les femmes de se déplacer à cette époque, à quel point ça devait être encombrant et surtout fatigant en fait, rien que de marcher quand on a toutes ces couches accumulées sur le corps. Au 19e siècle, comme je vous le disais, les paniers s'arrondissent et deviennent des crinolines. C'est la forme de la silhouette romantique par excellence et le corset va se perfectionner et devenir de plus en plus technique. Il y a aussi des corsets de grossesse qui font leur apparition, des corsets plus souples pour les bains de mer, enfin on nous fout des corsets de partout. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le corset se lasse toujours de manière très serrée. Au 19e siècle arrive aussi le pantalon de lingerie qui se porte sous la crinoline et qui obéit à un nouvel idéal concernant la lingerie féminine, à un idéal hygiéniste. En effet, c'est au 19e siècle qu'il va y avoir un véritable changement dans la conception de ce que devrait être la lingerie des femmes parce qu'elle doit devenir synonyme d'hygiène en fait. Et ça c'est assez nouveau. Les femmes, quand elles deviennent adolescentes, en tout cas les femmes d'une certaine catégorie sociale, se font offrir un linge, donc un package avec tout ce qu'elles ont besoin pour leur toilette, où il y a leurs initiales brodées et en fait ce linge, elles doivent le garder toute leur vie. Toute leur vie, notamment parce qu'à l'époque on lavait pas beaucoup les choses à cause de la qualité de l'eau qui était quand même assez douteuse et médiocre, mais aussi ce qui était important quand les jeunes demoiselles arrivaient à leur mariage, c'était que ce linge ne soit surtout pas souillé parce que le trousseau allait être exposé après la première nuit du mariage. La lingerie est donc non seulement une preuve de l'hygiène de la femme qui la revêt, mais c'est aussi en fait quelque chose comme un symbole qui va l'accompagner dans toutes les étapes de sa féminité. Au XXe siècle, les sous-vêtements vont connaître plein de modes différentes et en fait ils vont désormais se montrer. Ça va être la radicale différence entre tous les siècles avant. Pendant la Belle Époque, la lingerie est aussi importante que la mode en réalité. Les chemises de nuit doivent être aussi belles que la toilette de ville et le déshabillé devient en lui-même une tenue. Mais il y a aussi la Première Guerre mondiale qui va venir tout bouleverser parce que il y a la nécessité pour les femmes d'aller travailler tout simplement et donc d'adopter une silhouette de plus en plus simple, de plus en plus dépouillée, avec une poitrine qui s'efface, avec des jambes qui vont se dévoiler. C'est plus possible de porter 36 jupons, on va tout simplement dégager les corsets. Les culottes sont aussi de plus en plus courtes et de moins en moins bouffantes en fait, de manière à libérer le mouvement totalement et la silhouette s'affine de manière générale parce que déjà c'est une nécessité pour que les femmes puissent travailler et juste vivre une vie normale, mais aussi par phénomène de tendance puisque la silhouette des années 20 et des années 30 c'est quand même la garçonne. C'est aussi à cette époque-là que le trousseau des femmes, c'est-à-dire la culotte, va se fermer parce qu'avant il y avait une ouverture à ce niveau-là. Mais les médecins commencent à comprendre qu'avoir une ouverture dans la culotte c'est peut-être pas top au niveau des microfibres et de tout ce qui pourrait y passer et donc on ferme le tout, on ferme le package. Dans les années 30, on va avoir l'apparition de nouveaux matériaux qui vont pouvoir en fait enclencher des nouvelles tendances en termes de sous-vêtements avec notamment le latex, le nylon, la viscose et l'apparition de la gaine qui va faire fureur. Et le soutien-gorge aussi va évoluer puisqu'il va désormais être fait en deux bonnets distincts, un pour chaque anse.
parce qu'avant c'était plus comme une forme de bandeau. Le premier abécédaire des poitrines des femmes va apparaître en 1935 avec un bonnet allant de A jusqu'à D pour standardiser la production et permettre la production de masse tout simplement. Dans les années 50, donc post-deuxième guerre mondiale, tout ça va encore beaucoup changer parce que c'est le retour de la guerre et qu'on a envie d'une silhouette plus féminine. Les soldats ils ont envie de voir des ins et des culs, hein, qu'on se le dise comme ceci. Il va y avoir une marque qui s'appelle Scandal et qui va lancer un soutien-gorge en nylon avec bonnet compensé, d'une poche en plastique pour rehausser les seins. Il y a encore des nouvelles matières avec le nylon, le lycra, la mousseline, la résille qui vont venir un peu orner tous ces sous-vêtements là et qui vont permettre aussi plus de fantaisie tant dans les formes, dans les coupes, dans les imprimés et les couleurs. Les années 50, c'est aussi l'apparition du balconnet et de la guêpière. La guêpière qui est adorée des actrices hollywoodiennes et qui permet, comme son nom l'indique, une taille de guêpe. Marilyn, Ava Gardner, enfin ce sont des femmes qui étaient les ambassadrices de la guêpière, mais aussi du balconnet pour souligner leur taille et en fait embrasser cette silhouette pin-up qu'on connaît bien avec la poitrine hyper saillante, les hanches très rondes mais la taille minuscule. Finalement on a très peu évolué quand on voit les standards d'aujourd'hui en fait, quand on voit les standards des réseaux sociaux, Kim Kardashian etc. C'est un retour à cette espèce de féminité hyper accentuée des pin-up dans les années 50. C'est intéressant je trouve. Les années 60 vont balayer la mode des années 50 parce que ça marche souvent par décennie et on va vouloir revenir à une silhouette beaucoup plus simple. On va vouloir moins de forme. C'est la décennie du collant. Dim devient célèbre, ça devient le deuxième fabricant mondial de collants. C'est une grosse révolution hein, les collants quand même parce que jusqu'à présent il fallait se coltiner la jarretière. Les filles des années 60, elles ne veulent même plus de soutien-gorge. Elles veulent une silhouette androgyne à la Jane B. C'est assez marrant parce que les années 70 en fait ça va être une ère de no-lingerie parce que c'est une époque hippie, parce que c'est la révolution féministe et pourtant c'est dans les années 70 qu'il y a l'essor du cinéma pornographique avec le film Emmanuel qui en 1974 fait quand même 9 millions de spectateurs et ça contribue bien sûr cet essor du porno à la volonté d'une lingerie hyper sexy, hyper féminisée, ultra érotique dans tous les stéréotypes en fait de ce qu'on peut imaginer. Dans les années 80, c'est l'apparition du string. Le string était jusqu'alors réservé aux stripteaseuses. Les femmes n'osaient pas le mettre et finalement en fait pendant les années 80 on met des leggings tellement moulants, tellement serrés que les femmes en ont marre qu'on voit la trace de leur culotte et qu'elles vont se dire bah vas-y je vais porter un string. Il y a aussi l'apparition des sous-vêtements en élastane effet seconde peau, donc on est vraiment sur un truc où on moule le galbe à fond. Voilà un petit peu pour l'histoire de la lingerie. Ce qui est intéressant en faisant une histoire un peu chronologique de la lingerie féminine, c'est qu'on se rend vite compte que les décennies vont s'affronter, se confronter et que les évolutions dans les sous-vêtements des femmes sont corrélées à des évolutions sociales ou inversement. Et du coup, forcément, vous voyez où je veux en venir, on est obligé de se poser la question de quoi est-ce que sont vecteurs les sous-vêtements, de quel système moral découlent-ils et quels sont les messages qui peuvent être transmis par le port d'une simple culotte en dentelle rose ou string léopard. Pour écrire cette deuxième partie, je me suis appuyée d'une étude sociologique qui a été faite par Aurélia Mahardon, qui a été publiée dans la revue Champs psychosomatique, mais qui est disponible sur le site Kern, que je vous mettrai en barre d'infos, qui a été vraiment passionnante. Si vous avez 10 minutes, je vous conseille de la lire. Je cite: « En dépit de leur appartenance à la sphère privée des individus, leurs usages ne sauraient être en marge du social et de son contrôle. Il pose au contraire d'une manière cruciale la question du statut du corps féminin et des modalités sociales de la gestion de l'intimité corporelle. » Voilà, tout est résumé en 2 phrases. On a souvent considéré que la lingerie était un principe d'émancipation des femmes et de leur corps, alors que c'est pas du tout le cas et que l'histoire de la lingerie, comme l'histoire de l'émancipation des femmes, n'est pas une longue ligne vers la délivrance de manière homogène et sans embûches, pas du tout. Il y a sans arrêt des directions inverses et opposées qui s'affrontent, parce que les sous-vêtements véhiculent eux aussi, comme les vêtements, des
normes, des symboles, des valeurs et vont en ce sens avoir une grande incidence sur le rapport qu'on a à notre intimité, à notre sexualité et à notre corps. Il y a notamment quelque chose qui est encore plus choquant que dans les vêtements avec les sous-vêtements, c'est bien le fait qu'on ne les voit pas. Les gens de la vie de tous les jours ne voient pas les sous-vêtements que je porte. Et pourtant, on va quand même obéir aux tendances des sous-vêtements. Le fait qu'on obéisse aux règles des sous-vêtements alors qu'ils sont invisibles, ça prouve à quel point ils sont vecteurs d'une idéologie politique sur le corps des femmes. Je vais vous citer Aurélia Mardon parce qu'elle l'écrit très clairement. Elle dit « L'invisibilité des sous-vêtements est en effet une règle fondamentale qui implique le respect d'un ensemble de prescriptions. » Quelles sont ces prescriptions? Tout d'abord, il y a le choix des couleurs. Quand on s'achète des sous-vêtements, on va faire le choix de respecter ou non l'impératif d'invisibilité des sous-vêtements. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut qu'ils ne se voient pas ou au contraire, est-ce qu'on a envie qu'ils soient voyants? Quand on va privilégier les couleurs chères, les couleurs peau, on va vouloir justement avoir une lingerie plus classique, plus simple, alors que quand on va se tourner vers des couleurs vives, on va vouloir forcément attirer les regards. Quand on se porte du côté des couleurs claires, on fait un choix d'une féminité archétypale, c'est-à-dire qu'on choisit une dimension esthétique de la lingerie associée à une féminité acceptable et acceptée, une féminité belle et jolie, soucieuse de son apparence, mais qui n'en fait pas trop, qui met en avant son corps, l'idée d'une femme qui comprend l'objet de séduction que peut être la lingerie. Faux raccord des enfers, parce que serait une vidéo de The Golden Grounds sans faux raccord? J'étais en train de monter la vidéo et je me suis rendu compte qu'il manquait une partie. Je ne sais pas où elle est passée, mais du coup je suis obligée de la retourner. Je disais donc que quand on choisit des sous-vêtements de couleur claire ou voire de couleur chair, l'idée qui est sous-jacente, c'est aussi l'idée d'une sexualité plus ou moins modérée, alors que quand on va vers des couleurs vives, des couleurs plus fortes, eh bien on a tout de suite l'idée d'une certaine séduction excessive qui renvoie à la figure de la prostituée ou du moins de la figure de la fille facile. Au sein même de ce système de valeurs, va y avoir plein de nuances qui vont se dessiner puisque chaque rouge, notamment, ne va pas avoir la même connotation. Un rouge vermillon va être considéré très vite comme étant très vulgaire, tandis qu'un rouge bordeaux va être connoté très érotique mais avec une certaine élégance qui fait que finalement il passe mieux. Donc les couleurs se répartissent comme ça selon des espèces de niveaux de décence ou d'indécence qui sont totalement construites et ça m'a fait beaucoup penser au travail de Pastoureau sur les couleurs, qui est un sociologue qui a beaucoup écrit sur les couleurs. Je vous conseille, si ça vous intéresse, de lire ces petits ouvrages. Il démontre que les couleurs n'ont rien d'inné et que ce sont des entités sociales construites comme toutes les autres finalement, et que les couleurs vont pouvoir véhiculer un certain nombre de messages et vont évoluer aussi au fil des temps et des sociétés. À terme, on peut donc se douter que le choix d'un sous-vêtement est porteur d'un jugement moral. Il y a un grand paragraphe que j'ai vraiment envie de vous citer dans cet article parce qu'il est vraiment parlant. Je vous le cite. Les jeunes filles qui sont en train de faire l'apprentissage de la parure et de ses codes peuvent aussi transgresser la norme en envisageant d'acquérir ou en acquérant des sous-vêtements dont la couleur est associée à une séduction outrancière. Les rappels à l'ordre de la mère contribuent alors à réaffirmer l'existence de la norme, et s'ils ne limitent pas toujours les écarts, participent à son incorporation. Audrey, 15 ans, raconte qu'en compagnie de sa meilleure amie, elle a acheté pour rire un string rouge et noir. Sa mère, qui s'occupe de l'entretien de son linge, lui a immédiatement signifié sa désapprobation. C'est hyper intéressant parce que ça nous ramène un peu aux premières expériences qu'on a pu avoir, nous les meufs, au début de notre puberté en fait, quand on a acheté nos premiers sous-vêtements, qu'il s'agisse des premiers soutiens-gorge, des premiers strings ou tangas ou je ne sais quoi, et de cette idée aussi qu'il y avait une norme à transgresser. Il y a aussi dans les sous-vêtements l'idée qu'ils ne doivent pas se voir, que en fait les sous-vêtements ils doivent être réservés à l'intime. Notamment la prescription de la bretelle de soutien-gorge, c'est assez dingue. Il y a la bretelle de soutien-gorge qui doit être invisible, mais aussi le téton. Même si on porte un soutien-gorge par exemple sans coque, juste avec un tissu fin, si on voit le téton, c'est mort, c'est pas bien,
c'est outrancier. Il y a plein de codes de bienséance comme ça qu'une fille se doit d'apprendre dès l'achat de son premier soutien-gorge, dès que son corps se transforme en fait, elle doit intégrer toutes ces règles. Ça rejoint vachement le débat un petit peu actuel sur la tenue des filles au collège et au lycée. J'ai écrit un article à ce propos que vous pouvez trouver sur mon blog, je vous mets le lien dans ma barre d'infos. C'est un débat qui pour moi est un débat complètement infertile et dangereux, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait quand on achète des sous-vêtements, il n'y a rien d'intime là-dedans. Nos choix sont dictés par plein de codes déjà compris au préalable et intériorisés, mais aussi en fait la manière dont on va les porter vont être dictées par ce qu'il y a d'acceptable ou non, de décent ou non dans notre société. J'en arrive donc à ma troisième partie de cette vidéo sur un peu l'état des lieux de notre société aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les sous-vêtements aujourd'hui? Aujourd'hui on en est quand même à une ère où, comme je le disais dans l'intro, il y a énormément de sous-vêtements de partout. On a quand même eu une décennie, enfin même plus qu'une décennie, régie par l'ère Victoria's Secret avec un show une fois par an où il y avait les Victoria Angels qui défilaient dans leur corps sculpté dans du marbre, j'ai envie de dire quoi. C'était quand même un peu la gouvernance d'une ultra féminité archétypale vue par les yeux d'un mec, parce que le directeur de VS c'est un homme qui en a dérangé plus d'une et qui a mené à sa propre perte, parce que Victoria's Secret n'a pas du tout su se renouveler et faire état en fait des demandes des femmes aujourd'hui. Et une femme qui s'appelle Rihanna a su bien mieux prendre les devants et apporter à la lingerie féminine ce que les femmes voulaient. Et ce qui est intéressant aussi avec Fenty de Rihanna, c'est qu'elle a vraiment mis l'emphase sur l'idée que la lingerie c'est de l'empowerment. Vu que ça touche à l'intime, vu que ça touche vraiment au corps, c'est vrai que ça peut être très empowering et c'est le mood du moment. Même si le téton is still shocking nowadays, je pense qu'on a quand même au moins aujourd'hui eu cette chance de pouvoir instaurer un dialogue et un débat à ce sujet-là. Et j'espère que les jeunes filles, les jeunes ados peuvent avoir plus de choix aujourd'hui dans leur offre. Et c'est notamment l'idée de la marque Moods Underwear. Et je voulais un peu clore cette vidéo là-dessus parce que je trouve que c'est une alternative hyper chouette à tout ce que j'ai connu personnellement jusqu'à présent dans ma gestion de mes règles. Ça me fait plaisir de voir qu'il y ait des marques qui soient éthiques dans leur manière de produire et qui fournissent aux femmes des manières nouvelles de vivre leur corps et notamment leurs règles. Donc Moods Underwear, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de culottes de règles qui est made in 100% au Portugal. Et en fait ce sont des culottes qui sont doublées en fait. Donc j'en porte une actuellement, mais je vais vous chercher l'autre que j'arrive. Voilà ma culotte Moods Underwear qui est à l'envers, bien sûr, bravo! C'est le modèle taille haute en taille 38, donc là c'est plus petit. Tout est doublé en coton et la partie de la culotte, il y a une espèce de serviette qui est intégrée à la culotte qui est faite en bambou et qui permet d'absorber le sang tout simplement. Et alors moi je les ai portés les premiers jours de mes règles pour tenter le coup. Donc qui sont les jours où j'ai eu le flux le plus abondant et franchement j'étais au boulot toute la journée, impressionnant, j'ai eu aucune gêne, ça n'a pas d'odeur, t'as pas la sensation que ça coule sur toi ou quoi, pas du tout, c'est vraiment une alternative chouette et que je trouve cool à savoir. Il faut savoir que les culottes Moods elles sont entre 32 et 37 euros il me semble, et que vous avez un code Moods Golden pour avoir moins 10% sur votre commande. Moods Golden pour une marque de culottes de règles, c'est quand même iconique je trouve. Je pense que c'est important que chaque femme puisse trouver en fait ce qui convient à son corps et moi ça me convient bien, donc je suis très satisfaite. Et d'autre part je trouve ça aussi assez sympa qu'on puisse en parler, qu'on puisse s'exprimer librement sur l'hygiène intime, parce que c'est vrai que l'hygiène intime des femmes c'est quelque chose qui est quand même encore assez mystérieux. On nous vend encore des produits pour nettoyer le vagin qui sont juste catastrophiques en fait pour l'hygiène personnelle, parce qu'on n'a pas besoin de ça, notre vagin se nettoie tout seul et il y a beaucoup de femmes ou de jeunes filles qui n'en savent rien. Donc parler des sous-vêtements et parler de l'intime de manière générale quand on est une femme,
c'est pas seulement échanger des petits trucs croustillants entre copines, c'est aussi quelque chose presque de politique, je dirais. J'ai pas peur des grands mots, ça ne me fait pas peur. Toujours est-il que j'ai été ravie de vous tourner cette vidéo, je suis très contente de revenir sur YouTube. Mes prochaines vidéos vont être iconiques et géniales, j'ai trop hâte de les poster, donc abonnez-vous si vous voulez rien louper. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog et sur mon compte Instagram. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve très vite. Bye!